Donc ça va bien, on a une bonne mise en bouche, hein, comme on dit. On a brisé la glace. Donc on enchaîne avec la présentation de Samuel Carbonneau qui en est à sa deuxième présentation à Bistro Brain. Ça va donc faire de lui un membre honorifique. On va avoir une petite carte qui va venir avec ça éventuellement quand on aura passé à l'impression. Pour le décrire, à part être un gentil monsieur et qui sourit très bien, il détient une maîtrise en fiscalité et il avait présenté un événement business du 10 novembre de l'année dernière. Puis aujourd'hui, il nous invite à jeter un regard nouveau sur les impôts à travers une présentation intitulée « Le gazon fiscal est-il plus vert ailleurs? » Merci de l'accueillir. Prends le pointeur, puis reste devant la... Yep. Pour rester dans le cadre. 1, 2, 1, 2, patate, poêle, c'est bon? Le son, vous m'entendez bien? Merveilleux. Je sais pas comment je vais faire ça. Mes cue cards, le pointeur. OK. Donc, merci beaucoup d'être là ici ce soir. Comme Alexis disait, c'est ma deuxième fois à Bistro Brains. Je suis super content d'être là. C'est toujours très le fun, ces événements-là de vulgarisation scientifique. Ça me touche beaucoup, puis j'aime beaucoup ça, parler de mon domaine. Ça me passionne vraiment. Donc, le gazon est-il plus vert ailleurs? Qu'est-ce que j'entends par cette question-là? On entend vraiment souvent dire on paye trop d'impôts, c'est pas le fun au Québec, tout mon argent s'en va au gouvernement, blablabla. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que si je déménageais aux États-Unis, si je déménageais en Finlande, je serais mieux pour mon argent que je donne au gouvernement? Donc, c'est la question à laquelle on a essayé de répondre avec ma recherche. Oh, mon Dieu, c'était ça la deuxième diapo? Oui. Donc, premièrement, nous, on a décidé de comparer le Québec avec l'Australie et la Suède. Donc, pourquoi ces pays-là? Pourquoi la Suède en premier? C'est un pays dont le poids de la fiscalité est assez élevé. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que je veux entendre par poids de la fiscalité, inquiétez-vous pas, je vais y revenir dans 2 diapos. Oh! Il y a un roi. Vous avez peut-être vu un roi passer. Oui, la Suède, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est aussi un pays unitaire. Donc, il y a une forme de gouvernement similaire à celui qu'on a au Québec, donc avec roi, premier ministre, gouverneur général, etc., etc. Mais c'est un pays unitaire, contrairement au Canada, qui est une fédération. Donc, là-bas, ils n'ont pas de province, ils n'ont pas de territoire. C'est vraiment juste le gouvernement, les villes. C'est aussi un pays qui fait partie du groupement qu'on appelle les pays scandinaves dans nos autres publications à la chaire de recherche. Ça inclut la Norvège, la Finlande, l'Islande, le Danemark et la Suède, si je me souviens bien. Donc, c'est ça. Et c'est une petite économie ouverte. Ce qui les gens qui sont économistes ici savent peut-être plus que moi ce que ça veut dire, mais pour les gens qui ne le sont pas, c'est que l'économie est trop petite pour influencer les taux monétaires mondiaux, mais quand même contenu et quand même géré par l'extérieur, par les taux mondiaux, par l'économie mondiale. Et la superficie est légèrement plus petite qu'au Québec, mais la population est plus grande. On se demandait aussi si le territoire et si la population avaient une incidence sur le système fiscal du pays. Pour ce qui est de l'Australie, le poids de la fiscalité est vraiment plus bas qu'au Québec. On se demandait si ça voulait dire que le système était vraiment diamétralement à l'opposé ou c'était pas important. Un autre roi. Effectivement, l'Australie, ça fait partie du Commonwealth. C'est géré par anciennement l'Empire britannique, là, maintenant le roi de l'Angleterre. Donc, le gouvernement est similaire aussi au Québec, avec premier ministre et tout ça. Et l'Australie, c'est aussi une fédération. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'Australie a aussi des provinces comme le Québec, comme le Canada. C'est aussi une petite économie ouverte. On s'est dit que vu que les 3 juridictions l'étaient, ça allait faciliter la comparaison. Et l'Australie, dans son cas, la population est beaucoup plus grande et la superficie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Mais en général, pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche? Premièrement, c'était pour valider les données qu'on obtenait chaque année. La chaire fait un bilan de la fiscalité québécoise et on se compare chaque année avec 36 autres pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Et on voulait vraiment là, valider que les données qu'on allait chercher chaque année étaient bonnes.
on voulait aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays en fiscalité. Peut-être essayer d'imaginer des nouvelles politiques fiscales, essayer de conseiller des gouvernements avec des choses nouvelles et contextualiser ce qu'on trouve chaque année avec la réalité. On va chercher des chiffres à chaque année, mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité, qu'est-ce qu'il en est du fonctionnement du système, on n'en avait aucune idée. Mais ma raison préférée pour avoir fait cette recherche, c'était effectivement mon essai de maîtrise. J'ai un petit peu menti dans ma biographie. J'ai pas encore tout à fait ma maîtrise en fiscalité. Elle est déposée, elle va être corrigée, mais je l'ai pas encore obtenue. Donc, qu'est-ce qui sont les principaux indicateurs qu'on a utilisés pour cette recherche-là? Le contexte est presque fini, je vous jure qu'on arrive au résultat. La structure fiscale, tout d'abord. La structure fiscale, ce que c'est, très simplement, on prend l'ensemble des revenus fiscaux d'un pays, puis on les divise arbitrairement là, selon les divisions de l'OCDE. Donc, par exemple, quelle portion de la fiscalité est assignée à l'impôt des particuliers, celui qu'on paye, vous et moi, à chaque fin d'année? J'avais dit que j'y revenais. La pression fiscale, c'est très simplement aussi l'ensemble des revenus fiscaux divisé par le PIB nominal, pour ceux qui voulaient la précision. Ça nous permet de voir à chaque année quelle partie de la richesse d'un pays est récupérée par la fiscalité. Et finalement, la charge fiscale nette, on ne l'a pas inclus dans l'étude en tant que telle, mais je me suis quand même amusé à comparer, mon Dieu, la catastrophe, je me suis quand même amusé à comparer de quoi ça avait l'air pour les trois pays. C'est le pourcentage du revenu que je gagne chaque année qui va finir dans les poches de l'État. Par exemple, au Québec, un parent monoparental pourrait recevoir l'équivalent de 11 % de ses revenus annuels en prestations, en remboursement. Sa charge fiscale nette serait de moins 11 %, mais un célibataire sans enfant qui a un plus haut revenu pourrait payer autour de 30 à 40 % d'impôts à la fin de l'année. Sa charge fiscale nette serait de 30 à 40 %. Des exemples de ce qu'on fait avec ces indicateurs-là. Ce tableau-là ici, qui n'est pas mon idée, qui est l'idée de mon superviseur, j'ai aucun crédit pour ça. On a croisé les modes de perception des impôts avec les paliers de gouvernement, puis on a appliqué le poids de la fiscalité là-dessus pour donner un portrait global de où s'en va l'argent dans les deux pays et le territoire du Québec. Donc, ça donne une bonne idée. On a aussi fait des comparaisons dans le temps. Ici, on a une comparaison de 1981 à 2021 du poids de l'impôt sur les salaires. Donc, on a pris le poids de l'impôt dans le temps. L'impôt sur les salaires, pour ceux que ça intéresse, c'est un prélèvement qui est fait sur la masse salariale totale. C'est les employeurs qui payent ça par-dessus des salaires. Donc, on voit que la Suède s'en sert beaucoup plus que les deux autres juridictions. Et ensuite, on a aussi fait des comparaisons de la structure fiscale dans le temps. Donc, on peut voir, il y a carrément là, en Australie des sections qui manquent. Il y a des sections qu'il n'y a pas comparé aux deux autres juridictions. Et les plus observateurs pourront remarquer que j'ai oublié d'enlever ma souris sur mon graphique quand j'ai fait ma capture d'écran. Donc, bravo, c'est super. Donc, où est-ce qu'on a trouvé ça, toutes ces belles informations-là? Je ne passerai pas mon temps à tout vous les dire, mais en majorité, c'était l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Celle-là, il ne faut pas la nommer. On est arrivé au résultat. Youpi. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé qui était intéressant avec la Suède? Premièrement, puis là, je vous jure, là, je vais parler beaucoup des municipalités ce soir. J'avais aucune idée que la mairesse allait être là. C'est juste un addon. Les municipalités sont extrêmement importantes en Suède. En Suède, il y a 290 municipalités qui peuvent chacune prélever des impôts séparément et faire leurs propres modifications à leur loi de l'impôt. C'est énormément d'administration par rapport au Québec qui a l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, puis Revenu Québec, puis c'est tout. En Suède aussi, c'est des impôts qu'on appelle un flat tax. C'est un seul taux à retenir, dépendamment de où est-ce que vous habitez.
vous avez un taux d'impôt à payer, peu importe votre niveau de revenu. Puis, il y a un deuxième taux qui est appliqué au niveau national une fois que vous avez dépassé un certain seuil de revenu, qui est comme un impôt sur la richesse, mais ce n'est pas vraiment sur la richesse parce que le seuil est vraiment très bas. En Suède aussi, le fardeau fiscal revient en grande majorité aux employeurs. C'est les employeurs qui font les cotisations sur votre salaire, comme ce qu'on a ici, le RRQ, l'assurance-emploi, etc. C'est les employeurs qui payent les impôts sur les salaires, qui sont additionnels à leur masse salariale. C'est les employeurs qui retiennent votre impôt sur le revenu à la fin de l'année, comme on a ici aussi. Ce que ça a comme avantage pour la Suède, c'est qu'il y a beaucoup moins d'agents de perception, donc il y a beaucoup moins d'administration. Ça réduit le nombre d'acteurs impliqués. Puis finalement, est-ce que vous trouvez ça élevé, 15% de taxes à la consommation au Québec? En général. Correct, correct. En Suède, c'est 25%. Puis il n'y a personne qui chiale. Je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, en Suède, c'est 25%, mais il n'y a presque pas d'exemption. C'est presque 25% sur tout. Il y a certaines exemptions qui descendent à 12, certaines qui descendent à 6, puis on peut compter les taux de 0% sur le bout de nos doigts. Donc, ça aide un petit peu à avaler le morceau. Puis, on peut voir ici à quel point la fiscalité municipale est importante en Suède. Si on regarde le segment en bleu foncé du graphique, c'est le poids de la fiscalité municipale en Suède par rapport à toutes les autres juridictions. C'est immense par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il y en est de l'Australie? En Australie, il n'y a aucune cotisation sociale. Assurance-emploi, Régie des rentes du Québec, assurance médicaments, tout ça, zéro sur votre salaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun de ces services-là? Par contre, pas du tout. Ils sont quand même offerts, c'est juste qu'ils sont gérés différemment et ils sont payés à partir de l'argent qui est fait par l'impôt sur le revenu. Donc, ça fausse un petit peu les données quand on regarde l'Australie. Si on ajoutait l'équivalent de ce qui se ferait en cotisation sociale, le poids de la fiscalité de l'Australie se rapprocherait plus de celui du Québec. En Australie, on a un système d'impôt progressif comme celui qu'on a au Québec. Si on voit la ligne rouge, c'est le barème d'imposition progressif de l'Australie. La ligne bleue, c'est celui du Québec et du Canada combiné, parce que c'est compliqué si c'était juste le Québec. En Australie aussi, on est beaucoup moins gêné de faire des partenariats avec le privé. En Australie, il y a des partenariats avec le privé pour des assurances-emploi et des régimes de retraite et de l'assurance médicaments. En fait, l'Australie aime tellement pas qu'on prenne l'assurance médicaments du gouvernement qu'ils vont vous pénaliser s'ils jugent qu'ils n'en ont pas, que vous n'en avez pas besoin pour essayer de vous pousser à aller chercher une assurance médicaments privée. Et c'est un système qui fonctionne assez bien. Les prix des médicaments restent assez bas en Australie. Puis, en Australie aussi, on se rend compte que les provinces ont beaucoup, beaucoup moins d'autonomie qu'au Québec. Les provinces ne peuvent pas percevoir leur propre impôt comme nous. Ils peuvent seulement percevoir un impôt sur les salaires qui est utilisé seulement pour l'assurance médicaments. Donc, c'est presque rien. Puis ici, on voit, je pensais que l'écran allait être plus gros. Donc, excusez-moi. L'Australie est toujours bonne dernière là, dans ce qui est des poids de la fiscalité, peu importe le mode de prélèvement. Mais ce qu'on se rend compte, même s'ils sont bons derniers, ça ne veut pas dire que leur système est si différent que ça du nôtre. Il est quand même assez similaire. Donc, c'est quoi les constats qu'on fait avec tout ça? Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a énormément de place au Québec pour plus de fiscalité environnementale. En Suède, pour donner un exemple, le marché des enchères au carbone, le prix d'une unité de carbone est de 153 $ canadiens. Le prix au Québec est de 35 $. Donc, au Québec, ça ne marche pas au niveau que c'est en ce moment. Ça ne décourage pas les gros émetteurs d'utiliser des sources d'énergie fossile. En Suède, ça marche extrêmement bien. Ils ont atteint leur cible de réduire leurs émissions de 35 % de leur niveau de 1995, je pense. Mais on n'est pas pire que l'Australie. L'Australie a implémenté une taxe sur l'essence, a gelé le taux en 2011, puis s'est dit « Ouais, on est good avec ça, on continue de même. » Puis c'est maintenant un des plus grands émetteurs per capita au monde.
Il y a aussi ce qu'on a remarqué, la simplification et l'automatisation dans les déclarations d'impôts, c'est possible. Les deux juridictions qu'on a regardées, la manière que ça marche, c'est à l'inverse de nous. Le gouvernement va vous envoyer votre déclaration pré-remplie sur une application sur votre téléphone. Votre seul job, c'est de la regarder, vérifier que les informations sont exactes et la renvoyer au gouvernement. C'est super simple. Ce qu'on a regardé aussi, qui est cool pour le Québec, on reste les plus généreux pour les familles qui ont des plus faibles revenus des deux juridictions qu'on a regardées. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut toujours faire un choix entre équité et simplicité. C'est un débat qui revient énormément en fiscalité. Au Québec, la raison pourquoi les déclarations sont plus compliquées, c'est parce qu'on cible énormément des groupes très distincts. Et c'est beaucoup de fardeau administratif de faire ça, mais ça rend le système beaucoup plus équitable. Si on regarde en Suède ou en Australie, il y a beaucoup moins de ciblage, mais les charges fiscales sont beaucoup plus élevées pour tout le monde égal. Donc, des familles qui sont dans le besoin vont peut-être payer trop par rapport à ce qu'elles peuvent payer. Puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que si on voulait appliquer exactement la recette de la Suède au Québec, ce serait beaucoup trop compliqué parce que le Québec a 1290 à peu près municipalités. Faire une loi de l'impôt distincte pour chacune de ces municipalités-là, essayer de trouver les frontières, de dire « Ah, mais moi, j'utilise plus les services de Saint-Donat, mais je vis à Saint-Agapit de je sais pas trop où. » Trop complexe, trop de fardeau administratif, ça faudrait simplifier la formule. On est arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de cette recherche-là? Moi, étant un jeune idéaliste qui n'a pas encore été désillusionné par le marché du travail trop, je dis, on change le monde. Ça a l'air vraiment intense comme ça, mais je pense que, personnellement, je pense que la fiscalité est un super bon outil pour changer les comportements des gens. Si on est capable de se calquer un petit peu sur ces mesures-là pour essayer de faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, on le sait que ça marche, on le voit en Suède, ça a super bien fonctionné, puis le système, ce serait possible de l'implémenter au Québec. Si on regarde la fiscalité municipale, ce serait un super bon outil pour essayer de donner plus de moyens aux municipalités pour redistribuer aux gens qui en ont plus besoin, parce que les municipalités là, savent c'est qui les groupes qui en ont besoin. Ils sont proches d'eux autres. Puis, un peu plus abstrait, mais un peu plus dans mes rêves, là, je ne pense pas que je vais pouvoir participer à ça dans ma vie, mais j'espère. Le commerce international s'accélère très, très, très vite. Les multinationales grossissent à vue d'œil et la fiscalité n'est pas capable de suivre. Si on veut être capable de faire des mesures fiscales au niveau mondial qui sont intelligentes et efficaces, il faut commencer, comme on a fait, à accumuler de la connaissance sur comment le système marche ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait marier plusieurs systèmes ensemble pour être capable que les grosses multinationales payent leurs dû aux communautés dans lesquelles elles s'installent, pas seulement aux endroits où elles disent qu'elles ont élu résidence. Donc, voici la seule source, c'était mon propre essai. Lisez-le, il est disponible en ligne. Merci beaucoup tout le monde. Merci Samuel. Est-ce qu'on avait des questions? Oui. Oui, je vais répéter la question parce qu'elle n'a pas pu la dire dans le micro. L'Australie utilise un système d'assurance médicaments majoritairement privé, mais on voit aux États-Unis que ça pose un petit peu problème. Les prix des médicaments sont astronomiques, puis ça ne marche plus. Donc, comment est-ce que l'Australie fait pour éviter ça? La réponse est simple. L'Australie utilise un système privé, mais le gouvernement surveille énormément la compétition qu'il y a dans ce système privé-là. Dans le fond, tous les partenariats publics-privés sont lourdement supervisés par le gouvernement pour être sûr que la compétition s'en mêle pas, puis que ça ne devienne pas des prix astronomiques, comme on a vu, comme on peut voir aux États-Unis. Je pense que c'est comme 140$ par dose pour une dose de médicaments pour le diabète. Ça n'a aucun sens, là. Une autre question? Yes.
Merci, Sam. Donc, ça se pourrait que c'est une question assez nounou, mais tu me connais, je suis biologiste. Donc, quand tu as comparé les économies de différents pays, est-ce que tu as comparé les niveaux de corruption dans chaque pays? Est-ce que ça a une grosse influence dans la politique fiscale de chaque pays? Je voulais le faire au départ. Quand j'ai élaboré les sections du document, je voulais voir à quel point la corruption, l'économie souterraine prenait une grosse partie de l'économie dans chacun de ces pays. Malheureusement, on a été limité par le nombre de pages, mais de ce que j'ai vu dans mes recherches préliminaires, la Suède a une autorité la Suède a une autorité fiscale qui est très efficace pour lutter contre l'économie souterraine. Puis, ils ont mis des mesures en place qui encouragent les particuliers à sortir de cette économie souterraine-là. Contrairement à ce qu'on pourrait dire au Québec, que c'est des mesures qui sont punitives pour les gens qui en font partie, mais il n'y a rien vraiment qui les encourage à en sortir. Je ne sais pas si ça a un petit peu d'influence sur le système, mais c'est pas c'est pas le focus, dans le fond, du système. Es-tu allumé? Tu parles éventuellement mondialiser la fiscalité, mais actuellement, si on regarde l'OTAN, l'OCDE, l'OMC, la direction que ça prend actuellement, est-ce que c'est vraiment viable à court terme? Puis à moyen terme, comment est-ce qu'on pourrait s'intégrer tous ensemble, étant donné les différences culturelles, fiscales dans l'ensemble? Tu comprends un peu où je veux en venir? D'abord, ma réponse sera pas exacte. C'est pas du tout mon champ d'expertise et c'est très complexe, la fiscalité internationale. En ce moment, l'OCDE pousse très fort, et d'ailleurs, une des chercheurs à la chaire en fiscalité où je travaille a travaillé là-dessus, Lynn Latulippe, pousse très fort pour un système d'imposition mondiale pour les sociétés qui serait un minimum mondial à 15% du profit des multinationales, je crois. Je ne me souviens pas exactement des chiffres. Je pense que c'est une bonne solution pour ouvrir le bal, pour casser la glace. Je pense qu'après ça, il y aurait peut-être quelque chose à faire qui serait plus complexe, mais plus juste, puis qui serait efficace pour redistribuer ces profits-là aux territoires sur lesquels ils ont été faits, à qui ça revient de droit, et pour bonifier les services qui sont offerts aux travailleurs dans ces régions-là. C'est sûr qu'en ce moment, l'OCDE a environ 187 traités, ont environ 130 personnes qui ont signé un traité multilatéral qui joint plusieurs juridictions ensemble pour s'assurer que les mesures fiscales internationales entre les pays soient égales et justes. Il y a encore plusieurs pays qui ne l'ont pas signé encore, mais c'est aussi un pas dans la bonne direction, cet outil-là, puis ça va permettre d'uniformiser la fiscalité au niveau mondial. Encore là, je ne suis pas un expert, je ne peux pas me prononcer sur de quoi ça va avoir l'air dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la fiscalité mondiale.